Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant de commencer, je voudrais remercier Emmanuel Porcher de m'avoir proposé de donner ce séminaire aujourd'hui devant vous. Donc, je vais vous parler de recherche sur les milieux urbains et les pollinisateurs, donc quelles conséquences. Alors, je ne sais pas si ça va être beaucoup plus joyeux, mais je vais essayer d'apporter quelques solutions à la fin, et je sais qu'il y aura un autre séminaire sur ces solutions qui vous sera donné plus tard. Alors, donc, je ne vais pas revenir dans le détail sur les menaces, parce qu'Emmanuel vient de bien les présenter. Et moi, du coup, je vais me focaliser sur l'une des sous-menaces, on va dire, de changement d'usage des sols, et en particulier donc celle de l'urbanisation. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, voici un graphique qui représente un petit peu ce qui peut se passer en termes de transition d'usage des sols, d'un point de vue historique sur des sociétés, peut-être plutôt nos sociétés occidentales. Mais en tout cas, donc à partir d'un paysage plutôt 100% naturel, au fur et à mesure des changements de société, on va avoir des phases de déforestation, puis de l'agriculture de subsistance, ensuite bientôt de l'agriculture intensive, et actuellement on a de l'agriculture intensive, des zones urbaines, éventuellement un petit peu d'air protégé aussi. Donc là actuellement on va dire qu'on est là mondialement, et puis il y a des changements de part et d'autre entre usage des sols, et ce sont ça les changements d'usage des sols. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur les zones urbaines, en tout cas dans l'heure qui suit. Alors l'urbanisation, il y a deux composantes à l'urbanisation. Il y a ce qu'on appelle l'expansion des zones urbaines, donc autrement dit l'étalement des zones urbaines, et puis la densification des zones urbaines. Donc là, les villes vont devenir de plus en plus denses, avec notamment des surfaces imperméabilisées de plus en plus importantes. Donc cette urbanisation, que ce soit l'une ou l'autre des composantes, elle se fait au détriment des autres usages des sols. Alors actuellement, l'urbanisation, c'est le premier changement d'usage des sols en France comme en Europe. Et pour vous donner un chiffre assez affolant, non, pas tout de suite, d'abord je vous l'illustre. Donc ça, ce sont 3 cartes de Poitiers, donc 1950, 1993, 2017. Donc on voit bien l'étalement urbain ici, la densification un petit peu aussi. Et voici la même représentation, mais de façon fixe. Alors donc ça, c'est Poitiers, c'est relativement petit. À l'échelle de l'Europe, ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols, donc la conversion des sols, le fait que ce ne soit plus de la terre, mais du bitume, par exemple, eh bien, c'est équivalent entre 2000 et 2018 à 4/5 de la Slovénie qui a été imperméabilisée. Du coup, en 2018, on est à 4,3% de l'Europe qui consiste en des zones urbaines. Alors on pourrait imaginer que ça se soit terminé, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voici les prédictions à l'échelle mondiale, cette fois, donc, des surfaces urbaines en millions de kilomètres carrés de 2000 à l'horizon 2100, et en fonction des 5 scénarios établis par le GIEC, donc, qui sont des scénarios socio-économiques, en fonction des choix qui sont faits par les sociétés. Et donc évidemment ou pas, mais en tout cas le scénario le pire, c'est le développement des énergies fossiles avec une énorme augmentation des zones urbaines. Et si on se focalise sur le scénario statu quo ici, eh bien on a quand même quasiment un doublement, même un triplement mondial. Et en Europe aussi, en fait. En Europe aussi, on aura un doublement des surfaces urbaines à l'horizon 2100, avec plus 275 000 km², ce qui correspond à un doublement de la surface actuelle des zones urbaines, enfin actuelle en 2018. Alors, donc l'urbanisation, pourquoi est-ce qu'on s'en inquiète ? Il y a évidemment des modifications drastiques des milieux qui sont associés à cette urbanisation. Donc la première, la plus intuitive, c'est ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols. Donc on n'a plus de terre nue, mais on va avoir des parkings, des bâtiments, etc. Et donc c'est associé à une dévégétalisation. Cela crée ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. Donc ici, c'est schématisé, où on a un paysage, on va dire, naturel, en tout cas non urbanisé, et puis petit à petit, eh bien, des zones urbaines se développent, donc d'abord des petites tâches, et puis ces tâches grandissent, et à la fin, on a une fragmentation, parce que du coup, pour passer de cet espace à celui-ci, eh bien, il faut traverser la matrice urbaine. Et pour les organismes, ce n'est pas forcément évident, mais je vais y revenir après. Donc, un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, donc les températures sont plus élevées dans les villes que juste à côté à la campagne. Et les températures restent plus élevées aussi tout au long de la journée, mais surtout de la nuit. Donc je pense que maintenant on commence à être assez habitué à ces chaleurs urbaines nocturnes également. Et il y a beaucoup de pollution aussi dans les milieux urbains.
Donc pollution de l'air, pollution des sols, pollution aquatique, ce qu'on appelle aussi la pollution lumineuse qui correspond à l'éclairage nocturne. Et donc tout ça a des effets évidemment sur la biodiversité. Alors, cette urbanisation, en fait je devrais dire ces urbanisations, parce que selon les continents, selon les villes, l'urbanisation n'est pas la même et a différentes caractéristiques. Alors un premier élément, ça va être déjà en termes de taille. Il y a des petites villes, au début en tout cas, et puis petit à petit elles peuvent grandir ou pas, ça dépend des zones, devenir des moyennes villes, des grandes villes, et ça n'a pas les mêmes effets. Il y a aussi des questions d'organisation. Donc sur ces 4 photos, les 2 du haut, ce sont des photos de Chicago, et on voit un développement, un étalement urbain qui est plutôt fractal, donc bien quadrillé. Et puis à Houston, il y a aussi un fort étalement urbain, mais c'est plutôt radiaire. Et donc il y a des organisations qui sont différentes. Une autre illustration, c'est si on compare par exemple ce parc à Manhattan, Central Park, donc là où on a l'impression que la végétation elle est condensée vraiment dans des parcs, et une ville comme Seattle par exemple, où la végétation arborée est beaucoup plus présente et diffuse sur l'intégralité de la ville. Donc il y a des différences d'organisation. On va avoir des différences entre les centres des villes et puis les périphéries, et puis aussi selon l'endroit où les villes se sont construites, eh bien, les végétations ne sont pas forcément les mêmes. On va avoir soit des arbres ou soit des végétations plutôt arbustives, voire uniquement des prairies. Donc ce qui reste dans les parcs peut aussi être différent. Alors je voudrais faire un petit point méthodologique aussi sur ce qu'on utilise en tant qu'écologue pour caractériser les milieux urbains. Il y a quelques années, ce qui était fait pour appréhender ce qu'on appelle l'urbanisation, c'était de faire une approximation par la distance au centre de la ville. Donc ici, pas très loin de là où on se trouve, on a le point zéro des routes de France sur le parvis de Notre-Dame. Et donc on regardait la distance au centre de Paris. Sur cette bande ici, donc, elle représente la distance au centre donc, entre 1000 à 1500 mètres du centre. Et donc c'était considéré comme un niveau d'urbanisation équivalent. Et en fait, on peut se retrouver dans des conditions extrêmement différentes à cette distance. Vous voyez ici la rue de Poitou, relativement défavorable aux pollinisateurs, il n'y a aucune végétation. Et sinon, le jardin alpin du Muséum national d'histoire naturelle, où on a beaucoup de ressources, beaucoup de végétation. Donc vous voyez que du coup, cette caractérisation n'était pas très satisfaisante, et heureusement, du coup, on a progressé sur ce niveau. Désormais, on a les moyens de faire des mesures beaucoup plus fines des caractéristiques de l'environnement dans les milieux urbains, et puis sur différents aspects. Donc, par exemple, le pourcentage de surface imperméable peut être accessible avec des photos satellites, des mesures sur l'hétérogénéité du paysage, le type de végétation, la hauteur de végétation, la hauteur du bâti également, les données de température, d'éclairage artificiel, de pollution atmosphérique, du sol, etc. Donc on va de plus en plus vers une description très fine des milieux urbains. Donc toutes ces caractéristiques, donc avec la taille de la ville, son organisation, etc., influencent la possibilité de mouvement des individus, des organismes. Est-ce qu'ils vont être capables de se déplacer dans les milieux urbains? Est-ce qu'ils vont être en mesure de coloniser ces milieux s'ils n'y sont pas encore? Alors en plus de ces caractéristiques urbaines, il y a aussi des caractéristiques liées intrinsèquement aux espèces, ce qu'on appelle les traits. Et donc si on est un cloporte, un papillon ou un oiseau, eh bien, il n'y a pas les mêmes capacités de déplacement, par exemple, dans le milieu. Donc cette notion revient à celle de ce qu'on appelle les filtres environnementaux en écologie. Et donc il y a des filtres environnementaux qui s'appliquent au niveau des écosystèmes urbains, donc tous ceux dont je viens de parler. Et si on part d'un assemblage de ici papillons, par exemple, avec des espèces différentes ici, avec des traits différents schématisés par différentes couleurs, eh bien, certaines espèces vont être capables de franchir ces contraintes, de survivre à ces contraintes, et de s'installer et de survivre dans les villes, mais pas d'autres. Et donc, au final, on se retrouve avec un assemblage qui va être potentiellement différent en ville par rapport à l'extérieur des villes. La question, du coup, c'est dans les villes, quels insectes pollinateurs subsistent et quels assemblages résultent de ces différents filtres. Donc ça va être le suite de ce séminaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit quiz, un petit intermède pour vous remettre un petit peu les idées en place au niveau de qui sont quels pollinisateurs. Comme ça vous parlera un petit peu plus quand je vous parlerai des résultats qui vont suivre. Alors il y a 2 questions.
La première, à votre avis, combien d'espèces d'abeilles vivent en France? Et la seconde, il faut replacer le bon nom sur les bonnes photos. Alors je vous laisse 30 secondes, comme ça, moi, ça me laisse le temps de boire une petite gorgée. Vous avez le droit de discuter entre vous. Alors, donc, si vous avez répondu environ 1000 espèces d'abeilles en France, c'est tout bon. Emmanuel Porcher avait peut-être donné la réponse précédemment. Et puis dans l'ordre, donc, nous avons un cirfe, une guêpe, l'abeille charpentière, un bourdon, probablement le bourdon terrestre, une osmie, et puis l'abeille domestique ici. Alors, donc, je vous les présente rapidement, vous commencez à les connaître, mais les insectes pollinisateurs, donc, juste pour vous faire un rappel, en Europe en tout cas, donc, ce sont avant tout des insectes floricoles, c'est-à-dire des insectes qu'on retrouve sur les fleurs, qui vont visiter les fleurs. Donc il y a l'abeille domestique, il y a toutes les autres abeilles. Toutes les abeilles appartiennent en groupe à l'ordre des hyménoptères. Et dans cet ordre des hyménoptères, il y a aussi d'autres groupes que vous connaissez, les fourmis, les guêpes, les tentraides, etc. Nous avons des mouches, c'est-à-dire l'ordre des diptères, des papillons, l'ordre des lépidoptères, et des coléoptères, donc coccinelles, etc., donc coléoptères. Alors et puis il y en a d'autres aussi. Tous ces groupes ont différentes écologies, donc Emmanuel Porcher vient bien de le présenter, donc je ne vais pas avoir besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail que ça. Mais donc ils ont des différences en termes de régime alimentaire, de site de nidification, de réponse physiologique au stress, de capacité de se mouvoir dans l'environnement, etc. Alors un premier constat qu'on peut faire avant de commencer sur les pressions exactement, c'est que les villes ne sont pas vides d'insectes pollinisateurs. Ici, c'est une étude récente de Vincent Zaninotto et ses collègues, donc à Paris, et ils ont mis à jour en fait la liste des espèces d'abeilles et de cirfes qu'on trouve à Paris. Donc à Paris, on est à 145 espèces d'abeilles, ce qui correspond à presque 50% des espèces d'Île-de-France. Et pour les cirfes, on est à 53 espèces, c'est-à-dire un quart des espèces qu'on trouve en Île-de-France. Donc c'est plutôt pas mal. D'autres études ont eu lieu en France, à Angers, à La Roche-sur-Yon, à Lille, à Nantes. C'est probablement pas exhaustif et on a des nombres d'espèces à peu près équivalents. D'autres études ont eu lieu en Europe ou aux États-Unis avec à nouveau des chiffres équivalents. Donc on a des espèces d'abeilles présentes dans les villes. Alors par contre, des chiffres sur les cirfes, il y en a beaucoup moins. Et donc on a une donnée par exemple à Lille, il y a la donnée de Paris, mais il y a beaucoup moins d'études qui sont faites sur les cirfes, et encore une fois, ces chiffres, ce tableau n'est pas exhaustif, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc il y a des pollinisateurs en ville, et cela a conduit certains auteurs et un certain nombre de scientifiques à se demander ou à poser le principe presque que les villes pouvaient être ou sont des refuges pour les pollinisateurs. Alors du coup, on va voir un petit peu ce qu'il en est et si vraiment c'est le cas. Donc une première pression à laquelle on va s'intéresser, c'est celle de la qualité de l'air, donc la pollution atmosphérique en particulier, celle aux particules fines. Donc dans ces travaux italiens, les auteurs s'intéressent aux particules fines qui sont émises par le trafic routier et qui peuvent être auxquelles les abeilles peuvent être exposées. Alors une première façon de le montrer, c'est de vérifier effectivement sur le corps des abeilles. Et vous voyez peut-être sur ces photos des points blancs, donc tous ces petits points blancs sur les soies de la patte arrière de l'abeille domestique sont des particules fines qui ont été observées à la microscopie. Dans une étude qui a suivi, ils ont fait la même chose. Ils ont trouvé de la contamination aux particules fines sur les ailes de ces abeilles domestiques. On en retrouve aussi dans le miel et dans le pollen des fleurs. Du coup, ces abeilles, et donc très fortement probablement les autres abeilles et les autres insectes pollinisateurs, sont exposés à la pollution atmosphérique comme nous aussi. Alors une autre étude s'est intéressée à savoir si cette pollution avait un impact sur la survie
des abeilles. Donc ici, on se situe à Bangalore, en Inde. C'est l'une des... elle est dans les villes les plus polluées au monde. Et donc, ces chercheurs ont fait leur enquête en s'intéressant à 4 sites. Un site rural, un site de pollution assez basse, pollution modérée et pollution haute. Donc la pollution a été mesurée en comptabilisant, enfin en évaluant la concentration en particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres. Et donc effectivement, dans leur site rural, il y a une pollution qui est moindre que dans le site le plus pollué. Alors sur ces différents sites, ils ont capturé des abeilles mellifères géantes asiatiques, Apis dorsata. Donc c'est une espèce qui n'est pas domestiquée sur la zone d'étude. Et donc ils en ont capturé sur les différents lieux, sur ces 4 grands espaces. Alors sur ces abeilles, ils ont gardé la surface recouverte de particules fines en pourcent de différents organes. Donc ce premier graphique il montre donc cette pourcentage de recouvrement au niveau des pattes. Et effectivement, il y a un plus fort recouvrement dans les sites qui sont les plus pollués, et en particulier dans les sites fortement pollués. Donc il y a le même résultat pour les antennes et les ailes, avec de forts pourcentages de recouvrement sur ces organes, dans les milieux pollués en particulier. Donc à nouveau, les abeilles sont exposées. La question c'est est-ce qu'il y a un effet sur leur survie? Donc c'est ce qu'ils ont regardé. Donc vous voyez ici la survie des abeilles en pourcent, donc la survie des abeilles qu'ils ont capturées et qu'ils ont mis en captivité. Et celles qui provenaient des milieux les plus pollués avaient une survie bien plus faible, bien plus courte que celles qui provenaient des zones moins polluées. Donc a priori, il y a un impact effectivement sur la physiologie et sur la mortalité des individus. Alors, on va changer de contrainte, on va passer à la température avec simplement une étude ici que je vous présente. Donc, vous avez la température en abscisse de ces 2 graphiques et puis l'abondance des abeilles retrouvées dans la ville de Raleigh aux USA. Donc, l'abondance semble, ici il a été montré que l'abondance diminuait avec les températures. Et par contre, la même étude s'est intéressée aussi à la diversité au travers du nombre d'espèces. Et là, il n'y avait pas d'effet qui était détecté, donc la température ne semblait pas jouer sur la quantité, la diversité des espèces retrouvées en fonction de la température. Je vais maintenant vous présenter des résultats de l'effet, ou en tout cas les corrélations d'abondance ou de nombre d'espèces en fonction de la surface imperméable dans les villes. Donc ici, vous avez la surface imperméable, et cette étude s'est intéressée à l'abondance des bourdons, mais en séparant les bourdons femelles des bourdons mâles. Donc sur ce premier graphique, à gauche, vous avez l'abondance des bourdons femelles, et cette abondance diminue avec la proportion de surface imperméable dans la ville. Donc on est dans la région de Détroit aux États-Unis. Et pour les mâles, par contre, on n'avait pas de tendance qui était retrouvée. Donc les mâles ne semblaient pas diminuer avec la proportion de surface imperméable. La même équipe a fait une étude très similaire, mais plus uniquement sur les bourdons, mais sur les abeilles solitaires. Et ils ont séparé les abeilles solitaires en 2 groupes. Ce premier graphique montre l'abondance, toujours ici en ordonnée, des femelles en rouge ou des mâles en bleu en fonction des surfaces imperméables. Pour le groupe des abeilles nichant au sol. Donc pour celles qui nichent au sol, les abeilles femelles diminuent avec les pourcentages de surface imperméable et pas les mâles. Par contre, pour les abeilles qui nichent dans les cavités, c'est-à-dire dans les tiges de bambou par exemple, eh bien là, assez presque surprenant, mais on a des augmentations à la fois des femelles et des mâles avec la surface imperméable. Donc ça semblerait pointer du doigt, suggérer qu'il y a une diminution des sites de nidification au sol, et donc qui manque à ces abeilles nichant au sol, et en particulier donc associé à l'augmentation des surfaces imperméables. Donc tout ça c'est très logique. Et à l'inverse, il y a des études qui suggèrent qu'il y a de nombreuses cavités, ou en tout cas pas en nombre limitant, dans les villes. Et donc ça pourrait expliquer cette augmentation. Alors pourquoi les femelles diminuent et pas les mâles? Comme vous l'a présenté Emmanuel, les femelles des abeilles en fait, se restreignent aux abords de leur nid pour récupérer de la nourriture pour leurs larves. Et donc ce que les auteurs suggèrent, c'est que donc les femelles resteraient dans les zones là où il y a encore des ressources de nidification, mais les mâles, eux, ne s'y restreignent pas et donc dispersent dans la ville comme en dehors de la ville, et donc ils vont se balader un peu partout. Et donc y compris là où ce n'est pas forcément propice pour la reproduction.
Alors on continue avec une autre étude, cette fois donc il n'y a pas de distinction mâle-femelle, on est toujours aux États-Unis, on est toujours chez les abeilles, on regarde l'abondance, et l'abondance décline avec les surfaces imperméables. Donc ça, je venais de vous le présenter, du coup, donc pour les abeilles qui nichent en cavité. Là, on voit un résultat qui est contradictoire. Et en fin de compte, vous allez voir qu'il y a plusieurs fois, il y a de nombreuses études publiées sur ce sujet. Et selon les villes, selon les groupes, on a des résultats qui peuvent être différents. En tout cas. Alors d'autres exemples. Là, les abeilles et les papillons, dans la région de Berlin en Allemagne, la diversité des abeilles diminue avec les surfaces imperméables et on voit également le même schéma pour les papillons. Et enfin, dernier exemple, donc chez les abeilles et les cirfes, cette fois on va en Angleterre, on a ici le nombre d'espèces et ce graphique montre le nombre d'espèces dans 3 types de sites, les sites urbains, les sites périurbains et les sites ruraux. Donc sur ce graphique, on voit du coup que le nombre d'espèces d'abeilles est plus important dans les sites ruraux qu'en sites périurbains, et alors qu'en milieu urbain, on n'a pas de différence avec les 2 autres types de sites. Pour les cirfes, on a quelque chose d'un petit peu similaire. Les sites ruraux sont plus diversifiés que les sites périurbains ou urbains. Donc finalement, on a de nombreux contextes d'études différents et avec des résultats qui sont variables. Alors toutes les études n'étudient pas exactement les mêmes choses, mais aussi on est dans des contextes urbains extrêmement différents. On est aussi avec donc, des études faites par des chercheurs différents qui peuvent utiliser des protocoles d'échantillonnage variables, que ce soit pour un groupe donné ou entre groupes. Et puis, parmi toutes les études de la littérature, alors c'est de moins en moins le cas, mais on a quand même une surreprésentation des études sur les abeilles et beaucoup moins sur les autres groupes. Alors une façon d'essayer de comprendre ce qui se passe et de généraliser et d'avoir une vision d'ensemble, ça a été de développer un programme de suivi participatif qu'on a appelé le SPIPOL, donc à l'échelle de la France, et dont je vais vous parler puisqu'il s'intéresse à l'ensemble des insectes pollinisateurs et en utilisant un seul et même protocole. Donc le SPIPOL, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs et son objectif est de comprendre et de mesurer puis de comprendre les variations de diversité dans l'espace et dans le temps, à l'échelle nationale, et en s'intéressant à tous les insectes floricoles sans distinction de groupe a priori. Donc c'est un programme de sciences participatives qui repose sur l'implication de volontaires dans la recherche scientifique, donc ça vous a été bien présenté par le séminaire d'Anne Deuzière. Et ces participants, ils suivent un protocole simple mais standardisé, donc tout le monde effectue le même protocole. N'importe où en France, un participant va choisir une espèce de plante en fleurs et il va photographier pendant 20 minutes exactement tous les insectes qui viennent visiter les fleurs de l'espèce qu'il a choisie. Alors à l'issue de ces 20 minutes d'observation, la personne obtient un cortège d'insectes qui est venu se poser sur les fleurs et qu'il a pu photographier. Il va devoir identifier sur photo ses observations. Ces photos sont ensuite validées par des experts, mais aussi entre observateurs. Et l'ensemble de ces informations constitue ce qu'on appelle, dans le jargon du SPIPOL, une collection. Donc, des collections de ce type, avec toutes ces informations, la plante, les pollinisateurs, la date, le lieu, etc. Il y en a maintenant plus de 75 000 en France, et donc assez bien répartis sur le territoire, et vous voyez que du coup, vous imaginez qu'on peut répondre à un certain nombre de questions avec ce type d'informations et de jeux de données. Alors, ce qu'on fait en particulier, c'est qu'autour de chacun de ces points d'échantillonnage, on peut caractériser l'environnement et en particulier l'usage des sols, à quel point on est dans des milieux urbains, agricoles ou naturels. Et dans une première étude, on a développé un indice d'affinité envers les milieux urbains. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond tout de suite. Sur ce graphique, donc, vous avez l'affinité ici envers les milieux urbains. Et chaque petit point, c'est une espèce ou une morpho-espèce d'insectes qu'on a pu observer sur les fleurs. Donc ces petits points, ils peuvent être inférieurs à 0, et auquel cas ça correspond à un taxon qu'on peut qualifier d'urbanophobe. Ils peuvent être supérieurs à 0, donc urbanophiles, c'est-à-dire avec une affinité positive envers les milieux urbains, ou bien ils peuvent ne pas être différents de 0, donc à défaut d'en savoir plus, pour l'instant on va les appeler tolérants à l'urbanisation.
Donc si on s'intéresse du coup ici à l'ordre des hyménoptères, donc les abeilles mais pas que, les fourmis, les guêpes, etc., eh bien la vision générale c'est qu'en moyenne les hyménoptères seraient plutôt tolérants à l'urbanisation puisque l'affinité n'est pas différente de 0, donc ni plus ni moins. Ceci dit, gardons quand même en tête que certains sont urbanophobes et certains sont urbanophiles. Maintenant, si on ouvre un petit peu aux autres ordres d'insectes pollinisateurs, on voit que pour les coléoptères, pour les diptères et pour les lépidoptères, on a à nouveau de la variation entre insectes, entre espèces, mais en moyenne, ces trois ordres ont quand même tendance à être plutôt urbanophobes. Alors cette étude, ce graphique sorti de l'étude de 2012, on peut le faire à nouveau avec les données de 2010 à 2022, donc pas sur la trentaine de taxons ici, mais sur 235 taxons. Et sur ces 235 taxons, 72% peuvent être qualifiés d'urbanophobes. Donc on commence à avoir un certain niveau de certitude à propos des insectes qu'on a en France. Alors un groupe d'insectes qu'on échantillonne très peu avec le SPIPOL, c'est le groupe des papillons nocturnes. Alors il y a quand même quelques participants qui font des collections la nuit, mais ça reste assez minoritaire comme pratique. Alors donc ce programme, donc le Garden Moth Scheme, donc, se situe au Royaume-Uni et ils ont pu montrer un déclin de l'abondance et de la diversité en milieu urbain, à l'échelle donc de tout le pays. Et en particulier, ce déclin, ce qui est un peu inquiétant, était encore plus important pour les espèces vulnérables, menacées, au sens d'être listées sur la liste rouge IUCN. Donc, comme je vous le disais, on a beaucoup d'études. Là, je vous en ai présenté seulement un petit échantillon. Et des études donc, qui sont certaines contradictoires. Et tout récemment, enfin assez récemment, il y a cette méta-analyse qui est sortie. Donc, une méta-analyse, c'est une étude qui va récupérer un ensemble de publications qui ont été publiées dans la littérature scientifique. Et elle va réanalyser les données, les conclusions qui ont été faites par les différents chercheurs. Donc cette méta-analyse en particulier, elle repose sur 160 publications, un peu plus. Elle s'intéresse aux arthropodes, donc différents groupes, on va le voir ensuite, et avec des données sur l'abondance et sur le nombre d'espèces de ces arthropodes. Elle a pu inclure des covariables comme le climat, la taille ou l'âge des villes, la pollution de l'air et des informations relatives à la végétation. Alors à nouveau, on a effectivement un biais de représentation avec l'Amérique du Nord et l'Europe et un peu moins d'études ailleurs. Mais voilà, voici la carte quand même des études. Il y en a quand même dans à peu près tous les continents. Donc voici l'un des résultats principaux de cette méta-analyse. Ça tient en assez peu de figures finalement. Donc on va avoir des informations sur les lépidoptères, les hyménoptères, les diptères, les coléoptères et les araignées qu'on retrouve sur les plantes, mais pas que. Et donc, voilà, quel est l'effet de l'urbanisation? Est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il est positif sur l'abondance de ces différents groupes? Donc sur l'abondance, il y a un effet significativement négatif de l'urbanisation uniquement chez les papillons, ici. Ah oui, pardon, et les coléoptères. Pour les autres, donc hyménoptères, diptères et les araignées, il n'y a pas d'effet, enfin, il y a une tendance négative, mais elle n'est pas statistiquement significative. Pour la diversité, l'image est un petit peu différente. Cette fois, on a un effet négatif qui est détecté pour tous les groupes, sauf les araignées. Et je vous rappelle que ça repose sur 162 publications, donc ça commence à faire pas mal. Alors quelque chose qu'on peut noter, qui fait écho aussi à ce que je venais de montrer avec l'étude issue des données SPIPOL, c'est qu'il y a de la variabilité au sein de ces groupes. Ici, la variabilité, on peut la retrouver avec cette barre d'erreur qui représente à la fois la variabilité entre études, mais peut-être aussi des espèces à l'intérieur de ces différentes études. Et donc, on peut se poser la question pourquoi certaines espèces répondent plus ou moins négativement à l'urbanisation. Alors, on va rester sur les papillons avec une étude de Benjamin Bergerot qui a été publiée en 2010 et qui s'est intéressée à une caractéristique importante chez les papillons qui est ce qu'on appelle leur spécialisation aux ressources florales. Donc, c'est ici en abscisse, c'est cet indice de spécialisation. Si vous êtes à droite, c'est une espèce qui correspond à des espèces très contraintes en termes de ressources florales, donc des espèces qu'on appelle spécialistes. Et si on est à gauche, c'est des espèces plutôt très flexibles en termes de ressources, donc qu'on appelle généralistes.
Ce que Benjamin a montré, c'est que les espèces qui étaient les plus spécialistes pour les ressources florales étaient aussi les espèces qui répondaient le plus négativement à l'urbanisation. Alors, en utilisant une méthode assez similaire à celle de Benjamin Bergerot, on a pu faire exactement la même chose avec les données issues du SPIPOL, donc pas que les papillons, mais aussi les 3 autres ordres d'insectes floricoles. Et cette fois, l'information de spécialisation elle est au niveau de leurs données, et c'est la spécialisation moyenne des communautés, c'est-à-dire des insectes qui sont trouvés dans les collections faites par les observateurs. Donc en haut, on a des communautés plutôt spécialistes, et en bas, des communautés plutôt composées d'insectes généralistes. Et sur l'ensemble des données, on a une tendance à ce que les communautés deviennent de plus en plus généralistes, avec une proportion des milieux urbains qui augmente. Donc pour vous illustrer un petit peu cela, donc ici on a 4 insectes, 4 groupes d'insectes qui sont plutôt généralistes et qu'on va retrouver très fréquemment dans les villes. Et à l'inverse, si vous voulez voir ce joli hyménoptère, eh bien, il va falloir sortir un petit peu de Paris. Alors, la même année, donc en 2020, donc la même année que la synthèse précédente, la méta-analyse, il y a Wenzel et ses collaborateurs qui ont sorti aussi une revue de la littérature. Mais eux, c'est plutôt une revue qualitative. Et ils proposent différentes hypothèses pour réconcilier les résultats contradictoires qui sont publiés dans la littérature scientifique. Alors le premier point, c'est de se poser la question de la référence que l'on a par rapport au milieu urbain. Effectivement, si on compare des milieux urbains avec des milieux semi-naturels, où on postule que la diversité de pollinisateurs est plus importante, ce n'est pas la même chose que si on compare avec des milieux où on est en agriculture conventionnelle, très intensive, où on postule que la diversité en pollinisateurs est moindre. En effet, donc, par rapport à ces deux types de milieux, avec l'urbanisation, on s'attend plutôt à une diminution de la richesse par rapport au milieu semi-naturel, mais par rapport au milieu agricole intensif, à potentiellement une augmentation. Une autre hypothèse, c'est qu'il faut considérer le type d'urbanisation. Vous vous rappelez, je vous parlais de 2 composantes, l'expansion et ou la densification. L'expansion, ça correspond plutôt à des zones pavillonnaires, résidentielles, avec des jardins. Et c'est du coup potentiellement plus propice pour les pollinisateurs. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait plus de diversité ici que dans ce type d'urbanisation. Une troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de non-linéarité de la relation qu'on observe. Donc c'est ce qu'on voit ici avec ces courbes gaussiennes, unimodales, et qui font appel à 2 hypothèses, donc l'hypothèse de perturbation intermédiaire ou assez similaire le modèle de perturbation hétérogène, qui prédisent en tout cas que dans un milieu qui est très hétérogène, avec différents types de milieux, différents habitats, eh bien, ça va pouvoir correspondre à une plus grande diversité d'insectes en fait, qui vont pouvoir trouver leurs différents besoins en différentes ressources. Et donc, comme ici on est sur des milieux hétérogènes, mi-urbains, mi-autre chose, eh bien, il y a plus d'espèces qui peuvent être potentiellement hébergées. Donc, c'est des hypothèses tout à fait plausibles et intéressantes et qu'il faut aller creuser. Et un premier pas vers cela, c'est une étude très récente en fin d'année dernière de James De Zeger, qui a utilisé les données SPIPOL pour s'intéresser à ce triple gradient urbain, agricole et naturel. Alors c'est un type de graphique qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre, donc je vais vous le présenter pas à pas. Vous avez 3 axes, donc ici l'axe urbain, donc d'urbanisation, ici on est à 0 d'urbain et 100% d'urbain. Un axe agricole, donc de 0 à 100%, et un axe semi-naturel de 0 à 100%. Donc ici, par exemple, sur cette étoile, on est à 20% d'urbain, 10% d'agricole et 70% de semi-naturel. Et ça repose sur des données d'occupation du sol de la base TEIA, qui est actualisée tous les ans. Alors sur ce triangle, sur ce joli graphique, du coup, il a pu estimer avec les données du SPIPOL la richesse en taxons, donc tout confondu, lépidoptères, hyménoptères, coléoptères, diptères, plus les autres arthropodes. Donc plus on est dans des tons rouges chauds, plus on a une diversité qui était importante dans les observations des spipoliens, donc des observateurs, et donc plus les collections étaient riches. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le maximum,
il est dans des paysages à forte composante agricole, environ 70% d'agricoles, et puis 30% de milieux semi-naturels. Ce qui pourrait correspondre à de l'agriculture plutôt extensive, en tout cas pas 100% intensive, avec donc des milieux semi-naturels. Et à l'inverse, là où on a le minimum de diversité, c'est plutôt dans la grosse bulle qui correspond à des paysages assez urbanisés. En effet, peu importe où on se trouve, dans n'importe quel type de paysage où on se trouve, quand on augmente l'urbanisation, ce qui correspond à ces différentes flèches ici, eh bien la richesse totale diminue. Donc la richesse totale diminue avec l'urbanisation. Alors cette étude, elle est allée un petit peu plus loin puisque les espèces, on a dit qu'elles avaient des écologies extrêmement différentes. Donc voici ce que ça donne pour les abeilles. Donc effectivement, le groupe des abeilles, son maximum de richesse se trouve plutôt dans des milieux avec 50% d'urbain, donc semble effectivement très tolérant au milieu urbain. Alors on voit que finalement elles sont présentes un peu partout. C'est sans doute un groupe qui a réussi à être assez ubiquiste. Mais voilà, donc effectivement ça confirme des résultats précédents sur les abeilles. 3 groupes qui ont une réponse opposée à cela, les cirphes, les autres mouches et les lépidoptères ont toutes leur minimum de richesse dans les zones les plus urbaines. Donc les lépidoptères préférant les milieux semi-naturels, les cirphes plutôt les milieux agricoles, mais quand même avec du semi-naturel, et puis les autres mouches plutôt mix agricole, milieu semi-naturel. Alors les autres hyménoptères tolèrent aussi un petit peu de milieux urbains, donc jusqu'à 50%, mais leur maximum est quand même plutôt dans des milieux agricoles et semi-naturels. Et puis 2 groupes un peu particuliers, donc les coléoptères et puis les autres insectes, eux semblent avoir 2 pôles de richesse maximale. Et donc ça montre sans doute qu'il faut aussi continuer les études et aller creuser plus précisément au sein de ces groupes par espèce pour savoir exactement où sont leurs préférences écologiques. Et du coup, comment elles répondent plus précisément à l'urbanisation, en l'occurrence ici. Alors, donc du coup, on a un constat qui est que donc, dans les villes, effectivement, on a des communautés qui peuvent être diverses. Il y a une certaine diversité dans les villes, mais néanmoins, ce sont des communautés qui sont plutôt appauvries et qui sont fonctionnellement biaisées vers des espèces généralistes. Un gros manque dans les études que je vous ai présentées et dans la plupart des études de la littérature, c'est que ce sont des comparaisons spatiales, c'est-à-dire qu'on compare un milieu urbain avec un milieu adjacent, rural, pour simplifier. Et ce qu'il nous faudrait, ce sont des séries temporelles, c'est-à-dire dans un point donné qui a subi qui a subi une urbanisation, une augmentation des zones urbaines, pour être certain de si la diversité augmente ou diminue avec cette urbanisation. Alors il y a au moins une étude, mais il n'y en a pas beaucoup, donc en tout cas j'en ai trouvé une, qui a ce type d'information. Donc c'est au Brésil sur un campus universitaire, donc voici la zone d'étude. Là on est en 1981 et ici en 2015, je crois. Donc ça fait 34 ans d'écart et donc ils ont pu comparer la diversité en abeilles et ils sont passés de 112 espèces à 63, donc à peu près une perte de 50%. Ça amène aussi la notion de dette d'extinction qu'on ne mesure pas avec les comparaisons spatiales. La dette d'extinction, c'est que quand on mesure une diversité à un point donné, donc ici en particulier par exemple sur ce campus, une espèce peut y être présente, peut y être abondante, mais on n'a pas forcément l'information de si elle est en déclin ou pas. Et cette dette d'extinction, on ne la mesure absolument pas avec les comparaisons spatiales, et ça c'est un point qui est assez important à garder en tête. Donc la diversité qu'on observe, est-ce qu'elle est en bon état, ou bien est-ce qu'elle est en voie d'extinction dans les villes? Et ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, avec tout ça, est-ce que les villes peuvent devenir en tout cas des refuges pour les pollinisateurs? Alors il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer. Et je vais vous en présenter quelques-unes, mais un autre séminaire reviendra aussi sur ces questions un peu plus tard. Alors voici une étude de l'Observatoire de la biodiversité des jardins, l'opération Papillon, donc un suivi participatif
qui propose aux observateurs de noter les papillons qu'ils voient dans leur jardin, donc chez les particuliers. Donc cette étude s'est intéressée à l'effet de l'utilisation des pesticides sur ces papillons observés. Donc sans pesticides, dans les jardins, on a une plus grande abondance de papillons qu'avec pesticides. On a un résultat similaire quand on s'intéresse au nombre d'espèces que les observateurs pouvaient observer dans leur jardin. Donc ça tend à montrer qu'il vaut mieux arrêter les pesticides dans son jardin si on veut pouvoir héberger les papillons. Alors un autre résultat sur lequel on va un peu plus se pencher, c'est qu'on peut augmenter les ressources florales et on peut essayer de voir si ça fonctionne. Donc ces résultats sont issus des mêmes données dans l'Observatoire de la biodiversité des jardins, l'opération Papillon. Et vous avez ici en abscisse un indice d'offre en nectar en fonction de la composition en plantes dans les jardins des particuliers qui ont participé à cet observatoire. Donc quand l'offre en nectar augmente, eh bien effectivement l'abondance de papillons augmente. Et par contre, pour le nombre d'espèces, c'est pas clair. Et donc il n'y avait pas de tendance similaire détectée. Peut-être que ça profite à certaines espèces, un peu moins à d'autres. Mais bon, en tout cas, déjà, on a augmenté l'abondance des papillons, donc c'est déjà un point très positif. Alors, d'autres études mettent en évidence ce type de lien. Par exemple, l'étude dont je vous avais un petit peu parlé avant, donc celle de Raleigh aux USA, montre que plus la densité florale est importante et plus on a un nombre d'espèces important. Un nombre d'espèces d'abeilles, cette fois. Même résultat à Berlin, la diversité des abeilles augmente avec le nombre d'espèces de plantes en fleurs, donc dans des sites urbains. Même résultat chez les cirfes, cette fois en Angleterre. L'abondance des plantes en fleurs a un effet positif sur l'abondance des cirfes et sur la diversité des cirfes. Donc ça semble très positif. Et maintenant, on peut aller un petit peu plus loin pour essayer de savoir exactement quelles plantes en fleurs. Parce que vous vous rappelez que du coup, un des points, c'est que les spécialistes sont moins présents dans les villes. Donc on a intérêt à choisir les plantes en fleurs si on veut maximiser les bénéfices pour les pollinisateurs. Alors, une équipe anglaise va très loin sur cet aspect en caractérisant très précisément la production en pollen et en nectar par espèce de plante. Alors, on ne va pas toutes les faire, mais voici toutes les espèces qu'ils ont pu tester, donc des espèces annuelles, des espèces pérennes, et puis des plantes spontanées. Et ils ont mesuré le volume de pollen produit par fleur, ici en microlitres par jour. Donc ce qu'on voit, par exemple, si on se focalise sur les annuels, c'est que certaines espèces produisent très peu, alors que d'autres produisent beaucoup. Par exemple, la championne, ici, c'était le coquelicot. Si on s'intéresse, ils se sont aussi intéressés au nectar, donc cette fois avec la masse de sucre dans le nectar par fleur produit par jour. On a à nouveau des différences entre espèces, et ce ne sont pas forcément les mêmes espèces qui produisent du nectar et du pollen. Par exemple, le coquelicot, lui, il produit très peu de nectar, donc il était bien pour le pollen, mais peu pour le nectar. Par contre, je ne sais plus lequel, mais je crois que celle-ci était assez bien pour le pollen et le nectar. Du coup, il faut envisager une stratégie où on prend les informations pollen, on prend les informations nectar. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi des ressources sur l'ensemble de la saison et pas uniquement sur un mois ou sur une semaine donnée. Et donc, c'est important de considérer la phénologie, donc la période de floraison des plantes. On va s'intéresser aussi à la compétition entre espèces de plantes, puisque si elles sont trop en compétition, eh bien, la prairie ne va pas forcément être très fleurie. Et donc, tout ça devrait nous permettre d'identifier un mix ou plusieurs mix qui seraient les plus favorables aux pollinisateurs. Ensuite, ces mix, on va devoir les tester et vérifier si ça fonctionne. Alors un point intéressant à soulever, c'est une étude toujours en Angleterre sur le lierre et qui met vraiment en avant cette ressource florale dans les villes, mais pas que, mais surtout dans les villes parce que elle fleurit, donc le lierre fleurit en automne et donc c'est un moment où il y a très peu d'autres ressources et donc c'est une ressource qui est très très importante potentiellement pour élargir cette période de floraison. Alors un autre point que je vais aborder et qui fait suite aussi à ce que Emmanuel Porcher a pu présenter, c'est sur cette compétition entre les abeilles domestiques, donc les ruches, et les abeilles sauvages. Alors il y a un papier notamment en 2018, donc un papier d'opinion paru dans Science, qui nous dit que conserver les abeilles domestiques ne va pas aider la faune sauvage.
Et ils vont même un petit peu plus loin dans le sous-titre, ça peut même être négatif pour les populations sauvages de pollinisateurs. Alors évidemment, ils développent un certain nombre d'arguments. Et ils ont des réponses, donc ça fait débat. Et notamment, certains opposent que ce n'est pas intéressant d'un point de vue de la conservation d'opposer abeilles sauvages et abeilles domestiques. Alors on peut se poser la question, mais on peut surtout regarder la littérature pour voir si on a des effets. Donc Emmanuel Porcher vous a présenté une étude dans un contexte très naturel. Moi, je vais vous présenter des études en milieu urbain. Donc très très proche d'ici, du coup, puisque c'était une étude à Paris. Donc tous les points orange sur cette carte sont des localisations de ruches, donc de colonies d'abeilles. Et plus le point est gros, plus ça correspondait à un nombre de ruches important. Les croix noires sont les sites, les 7 parcs où ont été faites des observations d'insectes. Donc 7 parcs, dans chacun des parcs, il y avait des quadras sur lesquels on observait les visites de différents insectes sur les fleurs dans ce quadrat. C'est une étude qui a été faite sur 3 années différentes. Et pendant ces 3 années, les observations ont été faites du mois d'avril au mois de juillet, avec 13 visites par an. Donc vous voyez que c'est une étude qui repose sur beaucoup de données d'observation assez poussées. Donc un premier graphique pour vous montrer qu'effectivement, avec la quantité de colonies dans le paysage, dans un rayon de 500 mètres, eh bien, on a effectivement plus de visites sur les quadrats d'abeilles domestiques. Donc c'est logique, mais c'était important de vérifier. En parallèle de ces nombres de visites plus importants d'abeilles domestiques sur les quadrats, lorsqu'on est dans des paysages avec de fortes proportions, un nombre important de colonies, eh bien, on avait une diminution du nombre de visites par les pollinisateurs sauvages. Donc, tous ces 4 groupes. C'était également le cas quand on s'intéresse uniquement aux abeilles solitaires de grande taille, ou bien les coléoptères, mais aussi pour les bourdons. Donc ce papier conclut qu'il y a bien une corrélation négative entre la quantité de ruches à proximité et l'activité des pollinisateurs sauvages dans un contexte urbain. Donc ici on est à Paris. Une étude similaire a été faite dans la région de Montréal et conclut à l'inverse. Nous ne trouvons aucune preuve de compétition entre abeilles sauvages et abeilles domestiques. Bon, c'est normal, 2 contextes différents. Alors quasiment les mêmes auteurs, en tout cas avec un auteur en commun, a fait une nouvelle étude en 2023. Et cette fois, il repose, donc c'est juste sur l'île de Montréal, ils ont un peu restreint l'aire géographique, et ils font une comparaison entre avant et après 2013, où il y a eu un ajout de 3000 colonies sur l'île de Montréal. Et là, du coup, il conclut bien que cet ajout, cette introduction d'abeilles domestiques, s'est accompagné d'une diminution de la diversité des abeilles sauvages. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'apiculture, mais en tout cas je pense qu'il y a des précautions à prendre et que si on veut favoriser les pollinisateurs sauvages, eh bien, faut se poser la question des abeilles domestiques en ville. Alors un dernier point de solution, une dernière piste très brièvement, mais ce qui est important, on l'a vu au travers des études précédentes notamment, c'est qu'il faut fournir le gîte aux espèces. Donc autrement dit, le site de nidification. Alors, ce qui est beaucoup fait, vous en avez sans doute vu, ce sont ce type de nichoirs ou alors les hôtels à insectes, les hôtels à abeilles. Et voilà, donc est-ce que ça fonctionne? Donc ça fonctionne, hein, donc ces sites sont utilisés par différentes espèces d'abeilles. Il y a parfois en tout cas des mortalités qui peuvent être importantes, c'était le cas dans cette étude encore à Montréal. Et il y a des choses à tester, il y a des choses à évaluer en fait en termes de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins. Donc sur l'essence utilisée, le diamètre des trous, etc. Un point de surveillance également, donc ici dans un contexte européen, mais en France plus particulièrement, il y a cette espèce ici de Megachile, donc Megachile sculpturalis. C'est une espèce récemment introduite en France et elle apprécie particulièrement les hôtels à abeilles. Et alors, ça, en soi, ce ne serait pas forcément grave, ça ferait juste de la compétition, mais elle a la fâcheuse tendance à vider les nids qui ont été faits par les autres avant de s'y installer. Voilà. Néanmoins, donc, les auteurs, donc Violette Leféon et ses collègues, préconisent en tout cas de faire au moins en partie des diamètres de moins de 8 mm, ce qui limite son installation.
Alors, surtout, ce qui serait important aussi, c'est de multiplier les types de gîtes. On l'a vu, il n'y a pas que des espèces qui nichent en cavité. Celles qui nichent en cavité n'ont plutôt pas de problème si on en croit l'étude de Détroit. Et donc, il faudrait aussi rajouter d'autres types de gîtes, et notamment dans le sol. Donc ça, c'est un projet qui est porté par John Wanning et Susan Stockvis aux Pays-Bas. Et ils créent ce qu'ils appellent des bee burrows, donc des terriers, on va dire, à abeilles, mais ça fait presque des quartiers pour les abeilles. Et leur idée, c'est de diversifier toutes les ressources de nidification et leur fournir aussi les ressources florales à côté. Donc quelques photos exemples, du coup, donc là ils en sont encore au stade de finalisation et de construction, mais en plus ils en profitent pour faire des choses un peu esthétiques, ce qui peut être intéressant du point de vue pédagogie aussi. Et voilà, donc ce type de structure peut être intéressante. Et voilà, donc après il faut les évaluer. Là en l'occurrence, je les ai vus par email, ils m'ont dit qu'ils étaient en recherche de financement pour évaluer ces structures. Donc avis aux financeurs. Alors, pour terminer sur mon exposé, donc quelques perspectives. Les villes pourraient devenir des refuges. Pour qu'elles le soient, il faut augmenter les chances de colonisation de ces espaces. J'en ai pas beaucoup parlé, mais donc vous avez vu qu'il y a différents filtres environnementaux qui sont exercés. Et donc pour qu'il y ait des espèces en ville, encore faut-il qu'elles soient capables d'arriver dans ces espaces de nature, dans ces espaces de végétation. Et pour cela, il faut créer, s'il le faut, ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc voici une carte qui a été faite sur le centre de Séoul, en Corée du Sud, donc par une étude de Hortense Serré. Donc en vert, ce sont les corridors qui ont été déjà identifiés comme existants et comme fonctionnels. Et puis en bleu, eh bien, ce sont des propositions de corridors qui seraient intéressants pour maintenir les échanges entre populations au sein de ces villes et pour maximiser leur maintien, en fait. Maximiser les échanges entre les différentes populations au sein des villes. Donc ça encore aussi, ça pose question, comment on fait pour créer des corridors écologiques dans les villes, là où tout est bitumé, là où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace. Donc c'est encore des travaux en cours. Une étude toute récente, là, en 2024, teste d'augmenter la végétalisation des bords de route. Il y a aussi des initiatives où on se met à fleurir le bas des murs dans les villes, donc c'est des choses à tester et à évaluer. Donc l'autre point pour que les villes soient des refuges, c'est d'augmenter les chances de maintien des populations une fois qu'elles sont sur place, avec les ressources adéquates que sont nourriture ou gîtes. Et puis un dernier point peut-être d'ouverture, c'est de se poser la question de l'urbanisation et de ses composantes. Alors est-ce qu'on préfère l'expansion ou la densification des zones urbaines? Donc c'est une question qui peut se poser, et ça dépend des points de vue et de sans doute beaucoup plus que juste les abeilles et autres pollinisateurs. Quand on fait de l'étalement urbain, c'est plus favorable à la biodiversité sur un endroit très localement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jardins, il y a des ressources, donc pour la biodiversité, sur ce point-là en particulier, c'est plus intéressant. Par contre, il faut bien avoir en tête que c'est forcément au détriment d'autres espaces, et ces autres espaces peuvent être beaucoup plus intéressants pour la biodiversité. Au passage, même les aires protégées ne sont pas tant que ça protégées de l'urbanisation. Donc le réseau d'aires protégées Natura 2000, donc c'est un réseau d'aires protégées à l'échelle européenne, de l'Union européenne. Et entre 1990 et 2012, 21% de la surface des aires Natura 2000 ont été urbanisées. Voilà, c'est pas beaucoup plus positif. Alors si on pense du coup à la densification, et là je vais m'arrêter là-dessus, mais il y a toutes ces questions de est-ce qu'on peut végétaliser les toitures? En tout cas, des tests ont été effectués ici à Paris, donc notamment le travail de Frédéric Mad en 2013. Et voilà, ces toitures permettent de fournir des ressources qui sont utilisées par les pollinisateurs. Ça peut être aussi sans doute intéressant d'un point de vue îlot de chaleur urbain. Donc il y a des choses à faire, à construire et à évaluer. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ensuite.